En 2024, le Parlement togolais votait à l'unanimité le projet de loi autorisant l'adhésion du Togo à l'accord portant création de la Société islamique d'assurance, des investissements et de crédit à l'exportation, SIACE. Aujourd'hui, près de 5 mois plus tard, cette adhésion est officiellement actée. Ce lundi, le Togo est devenu le 50e membre de cette institution stratégique qui joue un rôle déterminant dans la mobilisation des capitaux nécessaires au développement des États membres de l'Organisation de la coopération islamique, OCI. Bien que le Togo ne soit pas signataire de la charte de l'OCI, le pays est membre de la Banque islamique de développement, BID, et bénéficie de ses financements. L'intégration à la SIACE, une entité du groupe BID, représente un atout majeur pour l'économie togolaise. La SIACE a pour mission de faciliter non seulement les échanges commerciaux internationaux, mais aussi les investissements directs étrangers au sein des pays membres de l'OCI. Cet accord offre au Togo l'opportunité de stimuler son développement socio-économique en favorisant l'accès au crédit à l'exportation pour les biens produits localement. En outre, il propose des solutions d'assurance crédit, des mécanismes d'atténuation des risques politiques ainsi que des services de rehaussement de crédit. Cette initiative constitue une réponse aux défis de financement auxquels sont confrontées les entreprises du secteur privé, en particulier les opérateurs économiques locaux. Les retombées de cet accord seront observées dans les années à venir au fur et à mesure de sa mise en œuvre et de l'intégration des entreprises togolaises dans ce nouveau cadre financier. Reste à voir comment ces opportunités seront exploitées pour renforcer le tissu économique national, puisque cette adhésion s'inscrit dans le cadre de la feuille de route 2025 du gouvernement. Selon les données récentes du ministère de l'Économie et des Finances, les recettes budgétaires au premier trimestre 2024 ont connu une augmentation. Ces recettes ont atteint près de 244 milliards de francs CFA, soit près du quart des prévisions annuelles établies à 1042 milliards de francs CFA. Concernant les recettes non fiscales, elles ont également connu une croissance atteignant 12 milliards de francs CFA, soit 152% par rapport au premier trimestre de l'année. Cette avancée est attribuée à plusieurs facteurs dont l'augmentation des bases fiscales correspondant à une hausse notable de chiffre d'affaires taxable à la TVA et aussi des impôts. Rappelons que depuis quelques années, l'État togolais a mis en place des mesures pour optimiser la collecte des recettes, ce qui semble porter ses fruits. En 2023, l'Office togolais des recettes OTR a mobilisé au titre des taxes et impôts 990 milliards de francs CFA contre une prévision de 912 milliards de francs CFA. Pour cette année 2024, le défi est de franchir la barre des 1000 milliards, soit 48% du budget exercice 2024 qui s'établit à 2179 milliards de francs CFA. « 7 millions de tonnes, ce sont les chiffres exacts du volume global du trafic maritime qu'a enregistré le port autonome de Lomé durant ce premier trimestre de l'année 2024. Ces chiffres ont été connus grâce aux données de la Direction générale du budget et des finances, DGBF, qui ont été rendues publiques. Si ces chiffres sont remarquables, c'est parce qu'ils dépassent ceux de l'année dernière de la même période de 1%. Les marchandises embarquées et débarquées sur la plateforme ont également augmenté de 7%, tandis qu'une légère baisse de 2,6% du volume des transbordements a été notée. Plusieurs facteurs sont à la base de cette évolution, notamment l'augmentation des marchandises embarquées et débarquées, mais aussi l'amélioration des infrastructures portuaires dont dispose le dit port. Notons qu'avec les innovations dont a fait mention le directeur général du PAL, le contre-amiral Fogan Adénian, lors de la dernière conférence de presse du bilan de l'exercice de l'année 2023, le Togo doit à la fin de cette année, dans son bilan d'exercice, être au-dessus des chiffres de l'année précédente. Ceci, malgré la baisse du volume des transbordements constatés. Rappelons qu'étant le seul port en eau profonde de la côte ouest africaine pouvant accueillir des navires à fort tirant d'eau, le port autonome de Lomé a récemment battu un record en faisant partie des 100 meilleurs ports du monde selon le classement 2024 publié le 12 août dernier par la revue londonienne Lloyd's.
Le Ghana révise les prix du cacao. Le pays d'Afrique de l'Ouest a prévu d'augmenter de 45% le prix fixe payé par l'État aux producteurs lors de la saison de récolte 2024-2025. Cette initiative a pour objectif d'améliorer les revenus des agriculteurs et de réduire la contrebande de fèves dans les pays voisins. Le COCOBOD, l'Office national de commercialisation du cacao, n'a pas encore réagi à cette information qui doit auparavant atterrir sur la table du gouvernement ghanéen. Déjà en avril, le deuxième plus gros producteur de cacao au monde avait déjà augmenté de 58% le prix aux producteurs, passant de 1 575 $ à plus de 2 100 $ par tonne métrique pour la fin de la saison 2023-2024. Par ailleurs, le Ghana prévoit également de s'aligner sur le prix à la production 2024-2025 de la Côte d'Ivoire, qui n'a pas encore été annoncé. En avril dernier, Abidjan avait augmenté le kilo à 1 500 francs, soit 3 $. Un lundi matin désert ou presque à l'Athénée d'Ibanda, un des établissements scolaires les plus connus de Bukavu. Pas d'élèves et encore moins de professeurs. En ce jour de rentrée scolaire, l'appel à la grève est très suivi dans la capitale du Sud Kivu. Les enseignants sont en colère contre ce qu'ils estiment des promesses non tenues, en particulier le versement d'une prime avant la rentrée. Le ministre des Finances a dit clairement aux enseignants qu'il va donner cet argent à partir du 27 août pour permettre la rentrée scolaire. Mais malheureusement, il n'a pas réalisé. C'est un mouvement imposé par le gouvernement congolais. Ce lundi matin, pourtant, tous les parents n'étaient pas informés du mouvement. Et dans les rues, on pouvait voir des élèves se diriger vers les écoles. À midi, Juliane Safi a découvert que son enfant n'avait pas eu cours. Il est midi, je suis venue le prendre, mais j'apprends qu'ils n'ont pas étudié. Je suis allée demander à la directrice pourquoi et quel serait le jour de la reprise. Elle m'a répondu que nous serons informés par la radio. Les enseignants ne sont pas venus et voilà, je rentre. J'ai mal au cœur de constater que mon enfant a passé toute la matinée sous le soleil. Le gouverneur du Sud Kivu a dû faire face aux revendications des grévistes. Il appelle à une reprise des cours et à la poursuite des discussions. Sur le plan constitutionnel, c'est autorisé. Mais de l'autre côté, la rentrée scolaire, les parents, les enfants, c'est aussi un droit inaliénable pour eux de ramener les enfants à l'école. C'est pour ça que la grève, on ne sait pas l'interdire, mais il faut que toutes les parties s'asseyent ensemble sur la même table pour essayer de trouver un modus vivendi. Le mouvement des enseignants est national et plusieurs cas d'école en grève sont rapportés dans le pays. Ainsi, à Beni, les élèves ont trouvé leur établissement ouvert, mais aucun enseignant ne s'est présenté. Un véhicule de la garde républicaine tente de se frayer un chemin sous l'œil des habitants du quartier, dont certains ont passé une nuit blanche. Les coups de feu ont commencé vers 1h du matin, jusqu'à 5h. Entre 3h et 5h, ils s'entretuaient. On entendait des détonations de grenades. Sur ces vidéos amateurs qui circulent sur les réseaux sociaux, l'obscurité est totale à la prison de Makala. Puis on voit des détenus se déplacer, des torches à la main. Un corps est ramené et posé au sol. D'autres images montrent un prisonnier blessé en train d'être soigné ou encore des dizaines de corps à même le sol et des camions venus les récupérer. Désormais, le calme est revenu dans la prison selon les autorités qui déplorent des pertes en vie humaine et des blessés sans donner de bilan officiel. Il y a eu beaucoup d'écrépitements de balles d'après les rapports qui nous ont été donnés, mais il y en a eu aussi des balles de sommation pour essayer de contenir la situation qui s'y déroulait. Sur les routes qui mènent à la prison, des policiers sont déployés en nombre. Selon les témoins, ils seraient arrivés au petit matin. La police est arrivée en retard. Il n'y avait que les gardes de la prison qui tiraient des coups de feu. Avant 5 heures, il n'y avait pas de policiers. On voyait les gens s'enfuir, les prisonniers en train de s'évader. Aucune information n'a filtré sur d'éventuels prisonniers en fuite. Le quartier tout entier reste bouclé. Une enquête a été ouverte.
Sur les réseaux sociaux, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, évoque des actes de sabotage prémédités et des enquêtes en cours pour identifier et sanctionner sévèrement les commanditaires de ces actes. Une réponse implacable leur sera réservée, dit-il. Il annonce aussi la suspension jusqu'à nouvel ordre des transferts de détenus vers Makala, le plus grand centre pénitentiaire du pays. Une prison d'une capacité de 1500 places, mais qui en réalité héberge plus de 15 000 personnes dans des conditions catastrophiques. C'est un désastre en matière de droits de l'homme. C'est ainsi que Climate Rights International qualifie le projet pétrolier de Total en Ouganda. Selon ses défenseurs du climat, il est entaché de violences sexuelles, d'expulsions forcées et d'atteinte à l'environnement. Le rapport a répertorié des victimes dans la région de Kingfisher. Plusieurs d'entre elles, sous pression et intimidées par les pétroliers, ont été obligées de donner leurs terres sans grande compensation. Depuis le début du projet, les bateaux de pêche, qui constituent la principale activité économique de la région, sont régulièrement saisis ou incendiés par l'armée. Par ailleurs, de nombreuses femmes ont fait état de violences sexuelles, de menaces, d'intimidation de la part de soldats, mais aussi de pétroliers opérant sur ce champ. L'investissement de 10 milliards de dollars comprendra des centaines de puits de pétrole, des centaines de kilomètres de routes, de camps et d'autres infrastructures, ainsi qu'un oléoduc de 1443 kilomètres, le plus long oléoduc de pétrole brut chauffé au monde. On estime que 246 000 barils de pétrole couleront chaque jour pendant les 25 années d'exploitation prévues. En Tunisie, 2 candidats à l'élection présidentielle du mois prochain ont définitivement été approuvés par l'autorité électorale lundi. Si les 2 prétendants avaient pour ambition de défier le président Kais Saied, l'un d'entre eux a rapidement été arrêté cette même journée après l'annonce de l'autorité électorale. L'homme d'affaires Ayashi Zamel a été placé en garde à vue lundi dans le cadre d'une enquête sur des allégations de falsification de signatures d'électeurs inscrits. Le trésorier de l'ancien parti de Zamel avait lui-même été arrêté par les autorités le mois dernier pour des accusations similaires. Lundi, l'autorité électorale tunisienne a confirmé que seul le président sortant Sayed, Zamel, qui dirige un petit parti pro-affaires, et Zouher Magzaoui, un ancien député panarabe de gauche, pouvaient se présenter à l'élection présidentielle du 6 octobre. Au total, 17 candidats avaient initialement cherché à entrer dans la course.